Bonjour Michael Driberg. Mais bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous qui avez un métier de discussion, de négociation, j'imagine d'une part de séduction également, est-ce que la table, le repas, c'est aussi un lieu de travail pour vous? Alors c'est un lieu de travail, c'est un lieu de découverte aussi, parce que ça met à l'aise aussi les interlocuteurs. Ça change la relation. Et c'est un lieu qui devient compliqué parce qu'avant, c'était assez simple. On prenait un gros morceau de viande, un bon poisson, et puis voilà, les choses étaient simples. Maintenant, on a des interlocuteurs qui deviennent véganes. Ah, tu prends de la viande, c'est dégueulasse. Ça peut être tout d'un coup négatif dans notre discussion si on ne fait pas les bons choix. Donc je les laisse choisir en premier en fait. Vous n'avez pas de limite, pas d'obstacle, pas de barrière? Moi je suis assez caméléon, c'est-à-dire que je... De manière générale, vous voulez dire? De manière générale aussi à table, c'est-à-dire que j'aime bien partager. Donc même s'il y a quelque chose que j'aime bien, si l'autre n'aime pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui joue pas. Par exemple, si quelqu'un est végétarien, je vais pas forcément prendre un gros morceau de bœuf, parce que j'aurais l'impression que ça rendrait moins convivial le repas. Ouais, ça va mettre mal à l'aise l'interlocuteur. Ouais. Puis, je sais pas, ma fille qui s'est mis dans la tête maintenant de sauver tous les animaux, mais surtout les jeunes. Alors, faut plus toucher un agneau, faut plus toucher du veau. Alors voilà, je pourrais le faire, mais j'aurais l'impression d'aller contre ses convictions. Donc bientôt je vais manger des petits pois secs et puis du raisin. Par exemple, moi j'aimais bien, on nous a proposé à moi un tartare, j'aimais bien le tartare vraiment. Ouais. Mais à force par exemple qu'elle m'en parle, et que je fasse attention, tout d'un coup je visualise ce que je suis en train de manger. Et du coup, gentiment, j'en mange quasiment plus, quoi. C'est pas une doctrine, hein, c'est vraiment, tout d'un coup j'ai des images qui viennent. Et je me dis, mais je suis en train de manger cette viande crue dans mon assiette et ça me plaît pas trop comme idée. Mais du coup, ça tient essentiellement à la sensibilisation par un ou une de vos proches en l'occurrence, parce que la sensibilisation, là, au quotidien, dans les informations, on est informé sur la préoccupation par rapport à l'état animal, mais le fait que ça soit quelqu'un de vos proches, ça résonne un peu plus, forcément. Ça me touche plus. Ouais, parce que j'aurais plutôt tendance par rapport à des nouvelles un peu, tous les jours, on nous dit ce qu'il faudrait faire, j'ai plutôt tendance à dire, allez vous faire foutre, je vais faire ce que je veux. Par contre, j'écoute ceux qui me sont proches ou ceux dont la parole compte. Cette formule, allez vous faire foutre, je fais ce que je veux, ça tient à peu près pour tout, pas seulement pour la table. Oui, absolument. Ouais. Ça vous résume c'est pas bien. À peu près, c'est surtout. Je vous laisse regarder la carte. Vous êtes traditionnel, vous êtes curieux, vous êtes... Non, je suis un peu les deux. Non, j'ai la nostalgie des plats de mon enfance, la purée où on fait des petits lacs, le bon bœuf qui a grillé, c'est-à-dire des odeurs. Quand on rentre dans la maison, le poulet grillé, un truc tout simple, mais qui a rempli la maison de l'odeur de ce qui est en train de cuire. Donc des origines indiennes, si je dis pas de bêtises. J'ai les origines indiennes. Donc les madeleines de Proust, c'est ça, c'est les odeurs, les épices. J'ai eu les deux, parce que j'ai été toujours partagé entre l'Inde et la Suisse, donc j'ai eu l'odeur du bœuf grillé et du curry. Mais c'est vrai que les odeurs, ça compte beaucoup, parce qu'évidemment on a reçu les odeurs avant le goût. Hein. Je pense que c'est ce qui peut donner envie. J'adore la nouvelle cuisine, enfin, on a eu la chance... en Suisse avec Girardet et toute cette époque de découvrir cette nouvelle façon de cuisiner. Il y avait moins d'odeur, il y avait plus de goût, des goûts plus fins et tout, mais il n'y avait pas cette bonne grosse odeur d'ail, d'oignon, de trucs grillés, bien gras, bien cholestérol. Alors j'essaie de faire les deux. Je vous laisse regarder la carte, à moins que vous ayez déjà fait votre choix. Alors on était sur lundi. Hein. Pan con tomato, yarro, jambon cru et tartare de tomates. Tagliatelle de bœuf grillé, pesto de basilic, rucola pecorino. Ah mais moi ça me va ça. Alors 2, parfait. Ouais. Est-ce qu'on boit quelque chose, pardon? Moi je prends bien un verre de vin, un verre de vin rouge, plutôt léger. Ouais. Alors on part sur du Chianti? Ouais, c'est bien. Ouais. Italie. Ouais. Non, je me suis évité la honte parce que si je devais partir dans le choix des vins, c'est compliqué. Je ne veux pas bluffer le monde, car j'adore soit demander au type dont c'est le métier de me conseiller. Parce que le pauvre, autrement, on prendrait toujours les vins qu'on connaît. Hein. Et puis même si je suis avec des gens qui manifestement connaissent mieux que moi, volontiers je leur passe la main, homme ou femme. Mm-hmm. Avant, j'ai l'impression que c'est toujours les hommes qui choisissaient. Moi, je me laisse volontiers guider. Vous laissez volontiers guider par les femmes, vous dites? Non, pour le choix du vin. Pardon. Non, faut pas exagérer quand même. Non, c'était une question. On regarde quelques privilèges encore.
La table, est-ce que c'est un lieu de travail? Est-ce que ça existe encore des signatures de concerts, des signatures de spectacles qui se fassent à table? Non, je trouve que ça a bien perdu par rapport à l'époque, il y a 20-30 ans, quand je faisais pratiquement tous mes contrats autour d'une table. Maintenant, je pense que c'est toujours aussi important, mais c'est pas forcément le contrat en lui-même. Puis ce qui a quand même changé, c'est le fait qu'on boive moins. Hein? Ouais, c'est moins drôle. Non, mais il y a ce côté, ces souvenirs de petits bistrots enfumés. Même si on fumait pas, il y avait cette odeur. On rentrait bourré comme des coins, sans ceinture de sécurité. Bon, il y a prescription, hein, si quelqu'un m'écoute. mais parce que maintenant, ça n'arrive évidemment jamais. Je comprends qu'on ait durci toutes ces lois, mais en même temps, il y a une nostalgie par rapport à ça. Hein, parce que il n'y a pas de doute qu'un repas qui est arrosé par un bon vin, c'est pas la même chose qu'un repas à l'eau. Et donc, au-delà du contrat, la table, c'est l'ambiance, le partage, l'échange, et dans un feeling, finalement, on peut faire affaire. Ouais, moi, dans mon métier, je pense que c'est le moment où la relation se transforme, parce que je peux voir un artiste une fois, 2 fois, 10 fois, mais je le vois dans des conditions... On ne peut pas vraiment se tester, quoi. C'est soit dans des loges, soit juste en monter sur scène, soit c'est pour discuter argent ou technique. Il n'y a pas vraiment un vrai moment de convivialité. Ce vrai moment, il se passe si tout d'un coup, il y a un petit truc qui se passe entre l'artiste et moi et qu'il a envie de manger avec moi. C'est jamais moi qui ai envie de manger avec lui, parce que je le force pas. C'est mon métier, c'est d'être là à sa disposition. Mais si lui a envie de manger avec moi, déjà c'est le premier pas. Des fois, on quitte une table et puis il n'y a rien de spécial qui s'est passé, puis on sait déjà qu'on ne remangera pas ensemble. Mais par contre, on peut quitter une table et puis avoir vécu un moment incroyable. Je ne suis pas le dernier en date, Laurent Gérard. Évidemment, ça crée quelque chose de plus parce qu'on sait que lui-même, il est épicurien, il fait son propre vin. Donc, on a envie de faire des découvertes ensemble. Donc, il y a déjà un terreau qui est propice. Ouais. Moi, j'imaginais qu'un contrat, ça signait avec un représentant d'un artiste, avec beaucoup d'administratifs et pas forcément beaucoup d'humains, quoi. Alors, sur les anglo-saxons, c'est le cas. C'est une armée d'avocats, d'agents, de trucs, on sait même plus qui est qui. Et en finale, on a beaucoup de chance s'il y a quelqu'un qui ressemble à l'artiste qui vous serre la main, puis qui dit merci pour les millions que vous m'avez donnés. Je ne sais pas s'il dit merci. Non, mais dans les francophones, on a la chance d'en avoir beaucoup et d'avoir suivi leur carrière, c'est surtout ça. Aujourd'hui, tous les artistes en place, que ce soit, je sais pas, Sardou, Bruel, Johnny, malheureusement plus Johnny, mais voilà, tous ces gros artistes, ça fait 30 ans, 35 ans pour certains qu'on a suivi leur carrière. Pour certains, par exemple les humoristes, quand on a suivi leur début, les toutes premières salles avec 200-300 personnes, et puis après on fait des 10 000 avec des Foresti, des Gad, des Jamel. Donc dans tous les domaines francophones, on les a vraiment vus grandir. Donc eux, ils s'en souviennent, nous aussi. Parce que souvent, vu grandir, ça veut dire qu'on a perdu beaucoup d'argent au départ. Donc, et ils le savent. Ouais. Ils le savent que s'il n'y avait pas des gens comme nous au départ, ils n'auraient peut-être pas réussi cette carrière. Alors c'est moi, ça peut être d'autres, mais il en faut au départ qui prennent ce risque, qui croient en l'artiste. Ce qui est peut-être aussi de différent avec les francophones, c'est qu'ils viennent avec un peu moins de personnes autour d'eux. S'ils ont 3 gardes du corps, un chauffeur, une maquilleuse, c'est évidemment très dur de créer des vraies relations. Dans les francophones, ça arrive très souvent que je les prends dans ma voiture, qu'on aille manger ensemble après, et qu'on finisse par parler d'autre chose que du métier. On a le droit de goûter, là. Allez-y. Ouais. Vous mangez avec les mains, vous, donc. Hein. Moi, je gardais un peu d'Indien en moi. Non, mais je ne mange pas tous les plats. Non, on va vérifier. Dans ce métier, on a affaire à toutes sortes de personnes. Et des fois, je suis emprunté. Je ne sais pas, quand je me retrouve à une table où il faut vraiment suivre des codes, même sur l'habillement. Des fois, les cartons d'invitation sont tellement compliqués, on ne sait pas comment s'habiller, on ne sait pas comment... Et du coup, on se retrouve à une table, on ne sait pas comment manger. Alors. Mais je me souviens d'une fois où une famille royale qui voulait que je vienne, qui nous envoyait son hélicoptère. À l'époque, c'était Louis, je crois qu'il s'appelait, qui était responsable du protocole à l'aéroport. Et je l'avais appelé et j'avais dit, je dois aller manger avec ces gens. Je crois que je vais faire une gaffe toutes les 10 minutes, il faut que vous me briefiez. Et alors, il m'a donné 2-3 conseils. Et puis après, ça me paraissait tellement compliqué que j'ai annulé. Si le repas se transforme en sacerdoce, en contrainte, ça doit rester un plaisir, quoi. Donc voilà, j'ai annulé, c'est pour ça que je mange avec les doigts.
Vous mangez beaucoup à l'extérieur par la force des choses? Ouais, par la force des choses. Je mange presque plus à l'extérieur. Ouais. Mais je peux très bien me passer de manger, par exemple. Si j'ai peu de temps, puis c'est la course et tout, plutôt que d'avaler un sandwich vite fait, je peux très bien m'en passer. Après, c'est dur de ne pas grignoter. Et si je commence à grignoter, là je tiens plus, je vais acheter un paquet de biscuits, je l'avale tout. C'est pas bien. J'avais lu, je crois, dans un article dans Le Temps, une citation de votre fils, me semble-t-il, qui disait pour certains, Driberg, c'est la chemise blanche ouverte, la Maserati, et qui bondit d'un restaurant gastronomique à un autre. Alors aujourd'hui, vous n'avez pas de chemise blanche, la Maserati, ça vous regarde, mais est-ce que vous bondissez d'un restaurant gastronomique à un autre? Non, ça doit être un moment privilégié, le restaurant gastronomique, parce que déjà, il faut avoir le temps. Quand tu peux le faire, et ça m'arrive, mais alors il faut avoir 4-5 heures. Manger dans un restaurant gastronomique et puis faire ça en 2 heures, ça ne m'intéresse pas. Il faut vraiment avoir l'après-midi ou la soirée. Mais non, autrement, j'aime bien. Et du coup, les personnes avec qui vous êtes susceptibles de manger, est-ce que c'est des personnes de votre milieu, j'ai envie de dire, entre guillemets, ou c'est au contraire, justement, pas des personnes que vous êtes amenés à côtoyer professionnellement? Alors en Suisse, c'est justement le contraire. Moi, je suis assez à part dans le milieu culturel. Je ne cherche pas du tout à être dans ce milieu. Je vais quasiment pas voir les spectacles des autres, je ne suis pas dans les associations, je ne vais pas dans ces rassemblements, les premières, les trucs et tout, ça ne m'intéresse pas. Mais ça, vous le cultivez ou c'est comme ça? Ça fait partie aussi de l'image de Driberg, un peu le pas de côté par rapport aux autres? Non, mais je ne veux pas généraliser, mais j'ai l'impression que c'est un peu... ça ne sert pas à grand-chose, quoi. On n'apprend rien de particulier, il y a beaucoup de faux culs, il y a beaucoup d'apparats. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est quand même des vraies relations. Donc si je ne suis pas obligé d'y aller, je ne vais pas y aller. Et vraiment. Donc à l'étranger, c'est clair, c'est surtout du professionnel. Et puis en Suisse, c'est surtout des amis. Des amis qui sont hors métier? Ouais, j'ai très très peu d'amis qui sont dans le métier. Parce que? Parce que, heureusement, mon horizon il est un peu plus large que de faire des concerts. Donc, non, mais j'ai essayé. Dernièrement, encore à Lausanne, il y avait la réunion de tous les gens qui étaient subventionnés et qui parlaient de la culture et tout. Je suis arrivé passablement en retard. Je me suis assis sur des marches d'escalier pour être tout au fond. Et sincèrement, la première interruption, je suis parti. J'avais rien à dire aux gens. Je croyais pas trop ce qu'on me racontait. Parce que les gens racontaient, les officiels, je ne comprenais pas pourquoi les autres ne réagissaient pas. Ça, c'est toujours quelque chose qui m'a dérangé. Moi, je viens d'une génération où on manifestait. Je me souviens des dernières manifestations pour arrêter la guerre du Vietnam. On était dans la rue, on montait aux armes, on cassait tout. On se battait pour ça, on croyait. Et maintenant, je ne parle pas d'une façon générale, parce qu'on parle du spectacle, mais dans le spectacle, moi, je me souviens quand je me suis levé, c'était l'interruption, j'ai des jeunes qui sont venus vers moi, puis qui me disaient « Ah, mais c'est génial que vous soyez là, vous intéressez et tout ». Puis on a un petit peu parlé avant que je parte, puis moi je leur disais « Mais ce que je comprends pas, c'est là on vient de vous expliquer qu'il y a un grand changement, c'est que sans trop de complications, vous allez pouvoir avoir 800 francs, 1000 francs pour vous aider sur l'année. Et puis vous trouvez ça génial ». Mais moi, si j'étais à votre place, j'irais me coucher devant le Grand Théâtre, j'irais peindre en bleu le théâtre de Vidi, j'irais manifester pour dire c'est peut-être pas normal qu'on donne 20, 30, 40 millions à la musique classique puis qu'on vous donne 800 francs à vous. Voilà, je trouve que ça manque de révolte, ça manque d'énergie dans ces réunions, c'est pour ça que j'y vais plus. Mm-hmm. C'est peut-être aussi pour ça qu'on m'invite plus. Il y a bien une raison. Ça ressemble à quoi vos journées? Il n'y a pas de journée type? Quand je suis en Suisse, la journée type, c'est que je me lève très très tôt. C'est quoi très tôt? 5h30. Quelle que soit l'occupation du jour d'avant. De façon générale, je ne me couche pas avant 1h du matin, même si je n'ai pas de spectacle. Donc je dors très peu. Je fais de la gym. J'ai la chance d'avoir une salle de gym chez moi, donc je fais de la gym, une demi-heure. Et je mets un point d'honneur à conduire les petits à l'école. Au moins, je suis sûr d'avoir ce contact tous les jours avec eux. Parfait. Et après, je me retrouve, si c'est une journée où j'ai pas de spectacle, je me retrouve au bureau assez tôt. Ce qui fait que je peux enfin travailler dans le calme avant que tout le monde arrive. Après, ça s'enchaîne. J'ai la moitié du temps, j'ai des voyages. Puis l'autre moitié des spectacles. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Juste sur le matin, le fait de faire du sport, je disais que vous étiez attentif à votre ligne, en tout cas que vous pesiez 2 fois par jour. Est-ce que c'est la légende, la vérité? C'est vrai que je le fais, mais c'est presque un gag. Pour moi,
J'essaie de deviner chaque fois que je me pèse. Avant, j'essaie de deviner. Je me dis, tiens, là, j'ai déconné, j'ai mangé ça. Allez, je vais faire 700 grammes de plus. Non, mais si on a des périodes qui arrivent avec les fêtes, et on va manger la moitié des bêtes sur cette terre en quelques jours, on va prendre quelques kilos, a priori. Donc voilà, je vais me retrouver en janvier à me dire, ah merde, j'ai 4 kilos, 5 kilos de trop, mais je les perds très vite. Et ça m'amuse de les perdre, sans faire de régime particulier. Moi, je mange tout, n'importe comment. Mais par contre, ça m'aide à savoir où j'en suis. La période des fêtes, c'est une période importante, familialement C'est le repas de Noël avec les enfants. Pour moi, c'est sacré. D'ailleurs, c'était une source d'engueulade avec mes enfants quand ils sont devenus grands. Pourquoi une source d'engueulade ? Parce que eux, je me souviens d'une année où ils sont devenus grands, ils ont leur famille, ils ont des enfants et tout. Et puis ils avaient décidé de partir en vacances parce que c'était le seul moment qui les arrangeait professionnellement. Ça m'avait fâché, vraiment fâché. Ils ont pu recommencer parce que je tenais à garder cette tradition qu'on mange tous ensemble à Noël. Quand vous êtes fâché, ça donne quoi ? Ça donne pas tellement autre chose que ce que je viens de dire. Là, je vais pas me rouler par terre ou hurler. Non, je crois que ça donne plus de la tristesse. Ouais, je leur dis, vous faites ce que vous voulez, mais si on le fait une fois, on le refera plus. C'est le propre des traditions, il faut la garder. Après, on trouvera toujours une excuse de ne pas le faire. On pourrait choisir un autre jour, c'est pas la symbolique même de Noël, mais en même temps, c'est le jour qui est le plus lié à des musiques, à des odeurs, l'odeur des sapins, l'odeur de la cannelle, les chants de Noël complètement bidons, mais qui nous ont tous marqués, quoi. Moi, j'adore faire des playlists d'Elvis qui chante Noël, ça casse les pieds à tout le monde, mais moi, j'adore ça. Et je tiens à cette tradition. Par exemple, Noël, j'adore, mais le fait de devoir maintenant se taper les nocturnes et les magasins pour bien penser qu'une checklist, qu'on a acheté un cadeau pour tout le monde, ça me casse les pieds, quand même. Ça me met presque dans un état de tristesse d'être dans les magasins et d'acheter des cadeaux. C'est bizarre, ce Noël. C'est-à-dire que je suis très, très heureux du repas de Noël, mais d'aller chercher des cadeaux, cette espèce de gaspillage qu'il faut absolument acheter, ça m'entriste à un moment donné. Ouais, je ne vais pas la jouer Jean Valjean, mais c'est un moment en même temps où on pense à ceux qui ne peuvent pas, à ceux qui... Voilà. Donc c'est compliqué, mais pour les enfants, c'est sympa. Vous, si on devait vous offrir un cadeau qui soit matériel ou immatériel, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Des cheveux. Ça, ce serait pas mal. J'ai vu que vous étiez attentif sur la question, vous aviez consulté des magazines féminins, fut un temps que vous étiez... Mais c'était pas tant sur l'esthétisme, c'était sur la compréhension des femmes. Les femmes sont quand même des personnes très complexes, on va dire. Très très jeunes déjà. Même quand j'étais à l'école, déjà, je m'étais dit, mais... je me souviens des slogans, des cosmopolitains et ça qui disaient les journaux pour les femmes, écrits par des femmes, qui disent tout aux femmes. Je me disais, c'est du pain béni, il n'y a qu'à lire ça et puis on va comprendre. Verdict. Heureusement, c'est incompréhensible. Vous diriez que vous avez des passions dans la vie ? C'est peut-être un des regrets que j'ai dans ma vie, c'est que j'ai eu des tas de passions et je crois que j'en ai assouvi aucune. C'est-à-dire que soit j'ai commencé, comme le tennis, c'était vraiment une passion et je jouais pas assez. Donc, à un moment donné, j'ai arrêté. Après avoir essayé la 15e fois de passer un tour au championnat genevois, je sais que je le passerai jamais. L'aviation, c'est vraiment un truc, j'aurais dû passer mon brevet de pilote. J'ai acheté les livres, je me suis inscrit, j'avais jamais le temps, mais c'est des faux prétextes, parce que peut-être qu'on se trouverait le temps, mais... Comme tous les producteurs de spectacles, j'aurais rêvé d'être musicien, donc j'ai acheté une guitare, puis j'en ai jamais fait. Donc c'est un peu ça, même les voitures, j'aurais rêvé de faire des rallyes par exemple. Mais pour finir, on fait que des choses à moitié, j'ai l'impression. Alors avec le recul, on se dit que c'était des faux prétextes de se dire que c'était par manque de temps, parce que le temps, on peut certainement le trouver. Mais j'ai compris assez tard une chose. Je me souviens que Servan Schreiber avait écrit un livre qui s'appelait « L'art du temps ». Il expliquait dans ce livre comment il vivait 1000 vies en même temps, quoi.
parce qu'il était ministre, il avait le magazine, il était à gauche, à droite, il faisait des conférences, il avait sa vie privée, etc. Puis j'avais acheté ce livre en me disant, tiens, je vais peut-être comprendre comment il faut que je m'organise pour avoir plus de temps. Il y a pas mal de choses que je faisais déjà, mais il y a une chose que je faisais pas et que j'ai vraiment retenu, c'était que mes rendez-vous privés, c'est-à-dire pour aller faire du sport ou bien pour aller au cinéma, ou n'importe, vraiment la vie privée, les inscrire comme des rendez-vous professionnels et ne pas les bouger. On a son agenda, quelqu'un vous dit tiens, t'es libre demain à 5 heures professionnellement, on regarde, puis on dit tiens, j'avais marqué cinéma, oui, je suis libre. Apprendre à dire non, je suis pas libre, j'ai rendez-vous. Ça ne le regarde pas, que c'est pour aller au cinéma. Bien sûr. Ouais. Et ça, c'était une belle leçon, quoi. Mais je l'ai appris un peu tard. Je ne l'avais pas mis en pratique. Ah. Du coup, toutes ces années, vers 20 ans, comme ça, où on a envie de faire plein de trucs, là, je les ai un peu perdus parce que j'avais tendance à dire, non, je peux pas. J'annulais tout ce qui n'était pas travail. La cuisine, vous avez le temps ou l'envie? J'ai les deux, et puis je le fais pas. Ah. Donc vous n'avez pas l'envie, alors? Non, je me souviens quand Girardin avait sorti son premier livre, j'avais fait toutes les recettes. Ouais. C'était la bonne époque parce qu'il y avait 1 tonne de beurre dans les recettes de son premier livre. C'est-à-dire c'était pas encore la cuisine où il n'y a plus rien dedans. Et j'adorais faire ça, même les gâteaux, je faisais la pâte, j'allais pas acheter. Vraiment, j'adorais faire ça, mais je suis un mauvais cuisinier parce que je le fais que d'après le livre. Je suis incapable d'improviser, je suis incapable d'imaginer avec des ingrédients comment on va faire monter une sauce, avec quoi on va la marier, quoi que ce soit. Donc je suis pas un bon cuisinier, mais j'adorais faire ça. Et puis maintenant, j'ai pas le temps, c'est-à-dire que si on me dit, tiens, fais-moi à manger, même mes enfants me disent, fais-nous un curry, quelque chose. Juste improviser comme ça, j'ai pas envie, j'ai envie d'avoir le temps. Comme j'ai jamais le temps, pour finir, je le fais pas. Mais peut-être c'est des choses qu'on fait après quand on... Ouais, ça c'est celui qui se rassure en se disant on verra plus tard, quoi. Faut bien qu'on fasse quelque chose plus tard. Quand même. Je vais pas faire des concerts toute ma vie. Là, je ferai quoi? Là, je ferai à manger. Ouais. Vous êtes fixé une échéance pour faire des concerts ou Non, ce que j'ai fixé comme échéance, c'est grosso modo une dizaine d'années. Je me suis dit, j'arrêterai de faire autant de choses. J'ai lancé le festival il y a 6 ans, on a repris la salle Métropole il y a 3 ans. Ça m'enthousiasme tellement ces projets que je ne réfléchis pas, mais en fait, il y a un journaliste qui m'avait donné le blues une fois quand on a lancé le festival. Le Chant sous les étoiles, donc? Le Chant sous les étoiles. Puis il me disait, mais il faut combien de temps pour installer un festival comme ça? Je dis, il faut au moins 5-6 ans pour le rendre rentable. Et après, pour qu'il fasse vraiment partie des mobs, il faut, je sais pas, 20 ans, 25 ans. Il disait, mais vous vous rendez compte que vous serez peut-être plus là, quoi. Non, je ne m'étais pas rendu compte, s'il ne l'avait pas dit. Mais il vaut mieux pas raisonner avec une échéance. Non, il n'y a pas d'échéance, en fait. Puis là, je vois quand même pas mal de gens partir alors qu'ils n'ont pas l'âge où ils devraient partir. On vit, on verra bien.